Il existe une étendue d'eau que redoutent même les explorateurs les plus aguerris. En toute saison, vous risquez d'y croiser des vagues capables de s'élever jusqu'à la hauteur de l'emblématique panneau d'Hollywood, soit près de 15 mètres. Je fais référence au passage de Drake, ce couloir maritime reliant le Pacifique à l'Atlantique et s'étirant du Cap Horn, ultime pointe de l'Amérique du Sud, jusqu'aux îles Shetland du Sud en Antarctique. Sa largeur équivaut à la distance séparant Londres de Berlin, près de 1000 km, et sa traversée peut réclamer jusqu'à 48 heures. Certains marins estiment que cette traversée revient presque à voyager vers la Lune, tant l'épreuve se révèle exigeante. Même son découvreur, Sir Francis Drake, n'osa jamais s'y aventurer, jugeant ces eaux trop périlleuses et préférant le détroit de Magellan, plus paisible quoique plus long. Ce passage a englouti près de 20 000 marins et plus de 800 navires. Les voyageurs désireux d'apercevoir l'Antarctique l'empruntent aujourd'hui régulièrement, bien qu'il demeure fréquemment qualifié de traversée océanique la plus effrayante au monde. La péninsule antarctique, destination privilégiée des voyageurs, ne constitue pas réellement une partie intégrale du continent. Elle s'avance vers l'Amérique du Sud, telle une main dont deux doigts semblent donc presque se rejoindre. Entre ces terres opposées, les eaux se resserrent, générant de puissants courants marins. Ce passage relève du courant circumpolaire antarctique, le plus vaste courant océanique de la planète. L'eau se rue à travers ce passage à un débit oscillant entre 95 et 150 millions de mètres cubes par seconde, ce qui accentue encore sa turbulence. S'y ajoutent des vents qui soufflent d'ordinaire d'ouest en est et qui se renforcent puissamment entre les latitudes de 40 à 60 degrés. C'est pour cette raison que ces régions portent les noms évocateurs de 40e rugissant, 50e hurlant et 60e déferlant. Les terres freinent les vents, d'où l'affaiblissement des tempêtes frappant l'Irlande et le Royaume-Uni lorsqu'elles progressent vers l'est. Or, la latitude de Drake est l'unique zone où les vents peuvent circuler librement autour du globe sans rencontrer la moindre barrière terrestre, ce qui les pousse à accélérer sans relâche. Ces vents puissants engendrent alors d'immenses vagues capables de heurter violemment les navires, atteignant généralement 4 à 5 mètres de haut, bien davantage que celles de l'Atlantique. Le passage de Drake recèle également des montagnes sous-marines invisibles depuis la surface. Le courant se contracte en traversant cet étroit goulot, projetant des lames d'eau contre ces reliefs engloutis. Ces vagues internes génèrent des tourbillons qui ramènent vers le haut des eaux glaciales issues des profondeurs. Ainsi, le tumulte ne se limite pas à la surface. Il règne jusqu'aux strates les plus basses. Le premier marin à contourner le Cap Horn puis à franchir le passage de Drake fut le navigateur néerlandais Willem Schouten en 1616. Toutefois, la traversée la plus illustre demeure celle entreprise par Sir Ernest Henry Shackleton à bord de son navire, l'Endurance. Accompagné de 27 hommes, il quitta la Géorgie du Sud avec l'ambition de rejoindre la baie de Vassel en Antarctique. Mais le déroulement de l'expédition s'écarta rapidement de tout ce qui avait été prévu. Le 19 janvier 1915, leur navire fut piégé dans les glaces et, dès octobre, il commença à sombrer. Ils vécurent durant 2 mois sur la banquise dérivante avant de gagner, à bord de canots de sauvetage, un lieu reculé et glacé nommé l'île de l'Éléphant. Shackleton, accompagné de 5 hommes, entreprit ensuite une traversée périlleuse vers la Géorgie du Sud pour obtenir du secours. Il leur fallut 15 jours pour franchir le passage de Drake sous des vents d'ouragan. Ils atteignirent finalement la terre en sécurité et organisèrent le sauvetage du reste de l'équipage. L'épave de l'Endurance ne fut retrouvée qu'en 2022, à 3000 mètres de profondeur. En décembre 2019, 6 athlètes intrépides entreprirent de traverser le passage de Drake en ramant, une première historique. Leur périple dura 12 jours de rame continue, avec un relais toutes les 90 minutes. Ils y parvinrent, même si cette méthode comptait parmi les plus éprouvantes pour franchir ce couloir maritime. Ils racontèrent avoir affronté un froid mordant, une humidité constante, des conditions rudes, et des vagues qui les percutaient comme de véritables murs. Le temps change fréquemment dans le passage de Drake, mais les navigateurs disposent des indications nécessaires pour l'anticiper et ajuster leur cap. Ils modifient ainsi l'heure de départ afin de conserver une marge de sécurité et d'éviter d'être surpris au centre du passage dans les pires conditions. À l'occasion, la traversée se révèle calme et douce, un état que l'on désigne sous le nom de Drake Lake. À d'autres moments, les passagers ressentent de fortes secousses marines, un phénomène appelé Drake Shake. Certains capitaines chevronnés, habitués au passage, affirment que le Drake Lake ne se manifeste qu'une fois sur 10 traversées.
tandis qu'il rencontre le Drake Shake 1 ou 2 fois sur 10 voyages. Une goélette ou un kayak ne survivrait sans doute pas au voyage parmi ces immenses vagues, tandis que les navires modernes et les paquebots disposent de coques solides et de dispositifs de stabilisation perfectionnés. Le trajet n'est donc plus si périlleux, même s'il demeure une aventure éprouvante pour quiconque souffre du mal de mer. Si vous ne souhaitez pas courir de risques tout en voulant passer du Pacifique à l'Atlantique par voie maritime, et ce de la manière la plus rapide, le canal de Panama constitue alors l'option idéale. Dès le XVIe siècle, on songea à créer un passage maritime à travers l'isthme, lorsqu'un explorateur espagnol constata qu'une simple bande de terre séparait les deux océans. Toutefois, la présence de montagnes et d'une jungle impénétrable rendait l'entreprise irréalisable, et le projet dut patienter quelques siècles. Ce ne fut qu'en 1880 que la France, guidée par l'ingénieur responsable du canal de Suez, entreprit de construire l'ouvrage. Les équipes découvrirent rapidement que la tâche dépassait largement ce que laissait imaginer une carte. Le Panama figurait parmi les terrains les plus hostiles et dangereux pour creuser une voie navigable. Les ouvriers devaient déplacer d'imposantes masses rocheuses au cœur d'une jungle infestée de serpents, écrasée par une chaleur étouffante et des pluies interminables. Durant la saison humide, les pluies torrentielles transformaient les rivières en rapides furieux et détrempaient les ouvriers. Il arrivait qu'ils passent 15 jours sans apercevoir le soleil, leurs vêtements restant perpétuellement mouillés. De lourds blocs de roches se détachaient, tandis que de minuscules moustiques porteurs de malaria accablaient les équipes. Puis survint un séisme, aggravant encore la situation. Face aux pertes humaines considérables, la France renonça au projet après 7 années d'efforts. Les États-Unis acquirent ensuite les actifs français situés dans la zone du canal et en achevèrent la construction en 1914. L'opération leur coûta environ 375 millions de dollars. Cette voie navigable de 80 km permet aux navires reliant New York à San Francisco de s'épargner plus de 12 600 km. Près de 14 000 bâtiments l'empruntent chaque année et versent près d'1,8 million de péage, ce qui montre que l'investissement fut rentable. Un autre passage difficile dans cette région du monde est le fleuve Amazon. Long d'environ 6 900 km, il traverse 3 pays et irrigue un bassin où vivent plus de 30 millions de personnes. Pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Les nombreuses zones marécageuses et les sols instables exigeraient des ouvrages d'une longueur considérable et des fondations extrêmement profondes, ce qui rendrait tout projet particulièrement coûteux. Construire des ponts au-dessus d'eau profonde demeure ardu, même si, ailleurs, les ingénieurs peuvent avoir recours à des plateformes flottantes. Le tracé du fleuve et son niveau varient fortement au fil des saisons. Durant la période sèche, de juin à novembre, sa largeur oscille entre 3 et 9 km. Mais pendant la saison humide, de décembre à avril, le fleuve peut atteindre 48 km de large et son niveau monter d'une quinzaine de mètres. Ces fluctuations empêchent donc l'installation de ponts, flottants ou de pontons. Les rives du fleuve sont composées de terre meuble qui se déplacent et s'érodent selon les saisons, ce qui complique davantage encore toute construction. Il faudrait un projet véritablement exceptionnel pour surmonter l'ensemble de ces défis. Heureusement, nul besoin urgent ne justifie aujourd'hui l'édification d'un pont sur l'Amazone, le fleuve traversant surtout des zones peu habitées, où les routes majeures à relier demeurent peu nombreuses. Dans certaines zones du Pacifique, les navires sombrent très facilement, ce qui explique pourquoi cette mer suscite l'appréhension de nombreux marins. Bien que de nombreuses routes y soient tracées, certaines demeurent peu empruntées, tant les forces naturelles qu'elles impliquent de défier peuvent s'avérer redoutables. Si vous devez relier l'Asie à l'Amérique par voie maritime, l'option la plus directe serait aussi la plus rapide, une trajectoire presque rectiligne à travers le nord du Pacifique. Pourtant, il peut s'avérer plus judicieux de contourner cette région, même au prix d'un trajet plus long et plus onéreux, mais infiniment plus sûr. Les raisons ne sont pas uniques, mais multiples. Le Pacifique concentre certaines des eaux les plus périlleuses de la planète. Sur les cartes du monde, il apparaît souvent morcelé, ce qui nous empêche de saisir l'immensité de son étendue. En vérité, cet océan titanesque recouvre près d'un tiers de la surface terrestre, soit une superficie presque 10 fois supérieure à celle de l'océan Arctique, le plus petit du globe. En d'autres termes, le traverser revient à courir un grand risque d'isolement total. En cas d'avarie, de tempête ou d'urgence, l'assistance peut se faire attendre durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela accroît considérablement les probabilités d'accidents graves, de perte de cargaison
voire, dans les situations les plus critiques, d'issues encore plus dramatiques. Songez-y, rallier Cape Town, en Afrique du Sud par bateau, depuis Santos, au Brésil représente près de 5500 km. En revanche, un trajet maritime entre Callao, au Pérou, et Shanghai, en Chine, implique d'en parcourir environ 16 000. Un autre obstacle de taille dissuade les marins de traverser le Pacifique. Les systèmes de tempête, dont le nom évoque déjà leur dangerosité, des orages imprévisibles et donc périlleux. Par ailleurs, à proximité de l'équateur, souffle une série de vents nommés alizés, qui influencent directement les conditions climatiques de la zone tropicale et provoquent à l'occasion des épisodes pluvieux. Les alizés sont des vents puissants et réguliers, qui se comportent comme un tourbillon en perpétuel mouvement. S'ils jouent un rôle fondamental dans les équilibres naturels, en diffusant l'humidité dans les forêts et en contribuant à la formation des zones arides, ils présentent aussi un inconvénient. Leur intensité varie selon les saisons. En hiver, notamment, ces vents peuvent gagner en vigueur. Et puisque ce sont eux qui entraînent le déplacement des eaux océaniques, ils créent en parallèle de puissants courants marins, susceptibles de rendre la traversée nettement plus périlleuse. En 2015, une équipe de chercheurs a été confrontée à une série d'alizés hivernaux d'une intensité exceptionnelle, qui ont engendré une succession de vagues brèves mais violentes dans le Pacifique. Ils ont constaté que ces vagues frappaient le navire de manière répétée, avec une force ininterrompue, comme des coups portés sans relâche. La coque s'en est trouvée entièrement déformée. Leur conclusion n'a fait que confirmer ce qu'ils redoutaient déjà. Ces vagues, issues des alizés d'hiver, représentent une menace tangible pour les embarcations. Et n'oubliez pas, dans le cœur du Pacifique, l'arrivée des secours peut exiger un temps considérable. Notez que l'agressivité des vents s'explique aussi par un facteur souvent négligé. L'absence de barrières géographiques dans un océan d'une telle immensité. Ni chaînes montagneuses ni vastes îles ne viennent y freiner la course des éléments. Ainsi, les alizés et les courants océaniques y évoluent sans entrave, gagnant en puissance et en vélocité. C'est ce qui fait du Pacifique le théâtre de tempêtes colossales et de houles démesurées. Un contraste marqué avec l'Atlantique Nord, où les masses continentales de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique tempèrent et redirigent les systèmes atmosphériques et marins. Les scientifiques considèrent désormais fréquemment les abysses du Pacifique comme un gigantesque casse-tête, tant ils sont peuplés d'éléments mouvants. En effet, cette région recèle la plus grande concentration de plaques tectoniques de la planète. Parmi elles, la plaque du Pacifique se distingue comme la plus vaste jamais répertoriée dans le domaine maritime. Cette configuration confère à la zone une instabilité sismique et volcanique particulièrement marquée. Bien que l'océan puisse paraître paisible au premier regard, sa structure géologique autorise des bouleversements soudains. Cette réalité en fait un milieu traître, difficilement prévisible. Ainsi, en 2020, le porte-conteneur One Apus, en navigation à plus de 2500 km au nord-ouest d'Hawaï, fut confronté à une tempête diluvienne. Plus de 1800 conteneurs furent alors précipités dans les profondeurs marines, tandis que plusieurs centaines d'autres se fracassèrent sur le pont, formant une véritable chaîne de dominos d'acier sous la pression du vent. Grâce à la maîtrise du capitaine, le navire put rejoindre le Japon après une semaine en mer. Ce n'est qu'à leur arrivée que l'équipage prit conscience de l'ampleur des dégâts. Mais le One Apus ne fut pas un cas isolé. L'année suivante, le Maersk Essen perdit près de 750 conteneurs, et le Maersk Eindhoven en abandonna plus de 260. Dans les deux cas, il s'agissait de routes à destination de l'Asie. Ces trois seuls incidents ont suffi à dépasser largement la moyenne annuelle mondiale des pertes de conteneurs en mer, estimée à environ 1382 unités. Ce qui intrigue particulièrement, c'est que tous ces événements se sont produits durant la saison hivernale. C'est précisément en hiver 2020 que le Pacifique s'illustra de manière spectaculaire. Les scientifiques y enregistrèrent une vague atteignant 18 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 ou 6 étages. De manière générale, une vague est qualifiée d'extrême lorsqu'elle dépasse de plus du double la hauteur des vagues avoisinantes. Or, celles-ci affichaient presque 3 fois leur taille, ce qui en faisait un phénomène exceptionnel.
Il convient toutefois de rappeler que, bien qu'impressionnantes et rares, ces vagues ne relèvent pas de la catégorie des tsunamis. Elles sont générées par l'action du vent, non par des séismes sous-marins ou des éruptions volcaniques. Parmi les autres phénomènes redoutables du Pacifique, figurent les typhons, comme l'a démontré la saison 2024. L'un des épisodes les plus marquants fut sans conteste le passage de l'ouragan Christy. Elle n'a pas atteint la croûte terrestre, ce qui implique l'absence de dégâts directs, mais il serait imprudent d'en minimiser la gravité. Christy s'est hissé jusqu'à la catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, soit le plus haut degré. Un tel ouragan est classé comme catastrophique. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été capable de provoquer des vagues gigantesques, ainsi que des courants de retour d'une extrême dangerosité. À cela s'ajoute le super typhon Yagi, qui a frappé le continent asiatique avec une telle intensité qu'il a acquis la réputation d'être le plus puissant des 7 dernières décennies. Lors de son passage au Vietnam, il a causé environ 1,6 milliard de dollars de pertes, anéanti les infrastructures de nombreuses agglomérations et semé la mort sur tout son sillage. Comme si cela ne suffisait pas, le Pacifique englobe également l'une des zones les plus instables de la planète, la fameuse ceinture de feu. Il s'agit d'une vaste région en forme de faille, où se concentre une activité volcanique et sismique particulièrement intense. C'est l'endroit le plus actif sur le plan tectonique, car les plaques de la croûte terrestre y sont perpétuellement en mouvement, s'écartant, se heurtant ou se frottant entre elles, ce qui engendre en permanence séismes et éruptions volcaniques. Les sismographes y détectent une secousse toutes les 5 minutes. Cette région à haut risque est à l'origine d'environ 90% des séismes enregistrés sur la planète. Autrement dit, 9 tremblements sur 10 surviennent au sein de cet anneau qui s'étend sur l'ensemble du nord du Pacifique. Et l'Amérique du Nord et l'Asie ne sont pas les seuls affectés. En 2023, des secousses attribuées à la ceinture de feu ont été ressenties dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont l'Argentine, le Chili, l'Équateur et le Pérou. Ces événements ont laissé derrière eux une traînée de destruction et coûté la vie à une quinzaine de personnes. Les raisons ne manquent donc pas pour que les navires renoncent à la traversée la plus courte du Pacifique, lui préférant des itinéraires plus sûrs. Comme le rappelle l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. C'est récemment devenu un lieu populaire pour de nombreux touristes à la recherche de l'endroit parfait pour s'évader. Si tu as la chance d'avoir du soleil ici, ce sera une expérience unique. Il y a de fortes chances que tu aies plutôt des jours brumeux, mais soyons honnêtes, ça a aussi son charme. Cette île enchanteresse en forme de sourire s'appelle l'île de Sable. Elle est située à 300 km de la Nouvelle-Écosse. Elle n'était pas accessible au grand public avant 2013, lorsqu'elle a été ajoutée à la liste des parcs nationaux du Canada. Tu peux t'y rendre par avion ou par bateau. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si enchanteur ? Il doit bien y avoir quelque chose, puisque le nombre de touristes augmente chaque année. Tout d'abord, il y a un nombre spectaculaire de chevaux sauvages ici. Entre 200 et 500 d'entre eux se promènent en liberté sur l'île. Il y a aussi une grande population de phoques gris. L'endroit est également le seul lieu de reproduction d'une espèce d'oiseau rare appelée le bruyant d'Ipswich. Mais si tu envisages déjà d'y faire un voyage, tu dois d'abord savoir certaines choses. Tu te souviens de la brume dont on a parlé ? Eh bien, il s'avère que l'île de Sable est l'endroit le plus brumeux des provinces maritimes canadiennes. On parle d'environ 127 jours de brouillard par an. Lors de ces journées, l'île de Sable disparaît littéralement sous une épaisse couche de brouillard. Tu ne pourras pas non plus explorer l'endroit tout seul. Le règlement local stipule que les visiteurs doivent voyager au sein d'un groupe et ils doivent aussi garder une distance d'au moins 60 mètres avec les animaux sauvages qu'ils peuvent rencontrer. Aussi charmant que cet endroit puisse être, il renferme un sombre secret caché sous les dunes de sable. Et cela n'a rien à voir avec les magnifiques créatures qui vivent ici ou la végétation unique de l'île. En plus d'être connue pour ses chevaux et ses phoques, l'île de Sable est tristement célèbre pour un nombre impressionnant de naufrages. Au fil des ans, environ 350 navires ont fini leur course ici, sur ces bancs de sable. Lorsque les survivants ont décrit leur expérience, ils ont généralement mentionné les conditions météorologiques difficiles près de cette île mystérieuse.
L'île a également fait son entrée dans la littérature lorsqu'elle a été décrite dans un livre intitulé The Perfect Storm, écrit par Sebastian Junger et publié en 1997. Le livre a eu tellement de succès qu'il a ensuite été adapté au cinéma en 2000 avec George Clooney dans le rôle principal. Le premier naufrage enregistré près de l'île de Sable remonte à 1583. Le navire s'appelait le HMS Delight et était sous le commandement de l'aventurier et explorateur britannique Sir Humphrey Gilbert. Seules 17 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe en s'échappant dans un petit canot. Les archives mentionnent qu'ils ont passé 7 jours en mer avant d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. En 1884, un autre navire nommé de Nicosia a également lutté dans l'épais brouillard. Le navire a été complètement détruit, mais heureusement les 18 membres de l'équipage ont réussi à survivre. Le fils du capitaine a failli être perdu en mer lorsqu'un canot de sauvetage a chaviré alors qu'il y montait. Il a réussi à rester sous le canot qui était complètement submergé. Lorsque le canot s'est redressé, il a fini par sortir de l'eau et a été secouru pour la deuxième fois. Entre 1947 et 1999, les choses ont été relativement calmes autour de l'île. Mais le 27 juillet 1999, un yacht appelé The Merrimac s'est échoué près du rivage de l'île vers 2 heures du matin. Le bateau de 12 mètres en fibre de verre avait un équipage de seulement 3 personnes. Des ouvriers de la prospection gazière qui se trouvaient, heureusement non loin de là, les ont secourus. L'équipage a finalement réussi à rejoindre Halifax le lendemain par avion en toute sécurité. Le propriétaire du Merrimac a essayé de récupérer son bateau en engageant un pêcheur local. Malheureusement, cette opération n'a pas vraiment été couronnée de succès, puisque seuls les accessoires du yacht ont finalement été sauvés. Il n'a pas fallu plus de 6 semaines pour que le sable et les vagues écrasent et brisent complètement la coque du Merrimac. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux pour les bateaux? La météo est-elle la seule en cause? Ou peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu? L'explication s'avère un peu plus complexe et ça n'a pas été facile à comprendre, du moins dans les années 1500. Tout d'abord, l'île est située près de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Comme elle est également proche de l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des centaines de navires passent devant elle chaque année. Statistiquement, la probabilité d'un naufrage augmente avec le nombre de bateaux qui naviguent dans la zone. L'île de Sable se trouve également sur le chemin de la plupart des tempêtes qui remontent la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Il n'est pas surprenant que les bateaux soient souvent projetés directement sur les côtes de cette île. La météo joue bien sûr un grand rôle. Pendant la saison estivale, l'air chaud du Gulf Stream crée un brouillard dense lorsqu'il fusionne avec l'air, refroidi par le courant du Labrador qui passe près de l'île. Les autres courants n'arrangent pas les choses. L'île de Sable se trouve à côté du point de rencontre de 3 grands courants océaniques. Le Gulf Stream, le courant du Labrador et le courant de Belle Isle. Depuis les années 1950, les radars et autres outils de navigation modernes sont utilisés sur les navires commerciaux. Jusqu'alors, le sextant était le principal instrument utilisé pour déterminer l'emplacement d'un navire. Cela ne veut pas dire que les sextants n'étaient pas précis. Mais cet instrument ne pouvait pas fonctionner correctement sans une vue claire du soleil ou des étoiles, ce qui signifie qu'il n'était pas d'une grande aide dans un brouillard dense comme celui qui entoure l'île de Sable ou lorsque le temps était nuageux. Souvent, par mauvais temps, le capitaine d'un navire naviguait en se fiant à son expérience et à son intuition et en se basant sur la vitesse et la direction du navire. C'est pourquoi la plupart des survivants des naufrages près de l'île de Sable ont déclaré que le capitaine avait simplement mal calculé la position du navire, s'écrasant par accident sur l'île. Cette terre poussiéreuse et sablonneuse est aussi hostile pour les navires qu'elle l'est pour les arbres. Il n'y aurait qu'un seul arbre sur toute l'île et il ressemble plutôt à un buisson. Il s'agit en fait d'un pin, et comme les célèbres chevaux de l'île ne le considèrent pas comme une source de nourriture, il a réussi à survivre. Les rapports disent que l'arbre a été planté dans les années 1950. Les autorités locales essayaient de faire pousser une forêt sur l'île pour la rendre un peu plus accueillante. Ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres au fil des années. Plus de 69 000 conifères, 600 arbres fruitiers et environ 25 kg de graines de pin, ainsi que d'autres plantes qui auraient pu survivre aux conditions de l'île. Mais elles n'ont pas résisté aux conditions climatiques extrêmes et au sol sablonneux. De toutes ces plantes, un seul pin est resté en vie. Grâce à sa résistance, il est même devenu un symbole de l'île de Sable. Fait intéressant,
Pendant environ 40 ans, l'île n'a également eu qu'un seul habitant. Peux-tu imaginer cela? Une seule personne vivant sur une île isolée pendant autant de décennies. C'est l'histoire d'une femme appelée Zoé Lucas. Elle a choisi de s'entourer des seuls autres habitants de l'île, les chevaux, les phoques gris et les nombreuses espèces d'oiseaux. Naturaliste estimée, elle a mentionné dans une interview de 2017 qu'elle était habituée à vivre sur l'île et qu'elle ne s'y sentait jamais seule. Pour survivre ici, elle a dû se constituer un kit de première nécessité. Il comprenait un cahier pour prendre des notes et une paire de jumelles pour étudier la faune et la flore. On peut supposer qu'elle n'a pas eu peur de l'environnement, pourtant intimidant, puisqu'elle a élu domicile ici. Au début, Zoé voulait installer son camp à une extrémité de l'île, près de quelques bâtiments abandonnés. Mais finalement, elle s'est installée dans une maison en bois près d'un tas de dunes de sable. Le service météorologique du Canada avait érigé cette construction simple dans les années 1940. Aujourd'hui, c'est Parc Canada qui gère le bâtiment. Le travail de Zoé consistait à recueillir le plus de données possible sur la population locale de chevaux. Cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment ils ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Elle a aussi aidé à rassembler les débris qui ont atteint le rivage pour aider à suivre les niveaux de pollution. Parmi tous les déchets qu'elle a ramassés, il y avait un réfrigérateur et une caisse pleine de poivrons frais. D'autres spécialistes ont finalement commencé à travailler par roulement sur l'île de sable pour offrir à cette femme courageuse un peu de compagnie de temps en temps.